Est-ce que les Africains devraient-ils faire du manga? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et c'est une question qui revient souvent dans mes commentaires de mes vidéos YouTube lorsque je présente mes initiatives comme Fragment, Tama. Il y a beaucoup ce commentaire qui revient. C'est un commentaire qui revient aussi sur beaucoup d'autres créateurs afrodescendants, qui revient beaucoup en reproche, avec un ton un peu accusateur. Ce qui fait que c'est devenu un petit peu un tabou, il y a un petit malaise qui s'est installé autour de cette question, qui franchement devrait pas. Le sujet est pertinent, le sujet est intéressant. Moi là j'ai pris quelques notes, j'ai essayé un petit peu de centraliser mes arguments et de structurer ma pensée. Il y a pas mal de choses à dire. C'est une question qui en amène plusieurs et plusieurs enjeux aussi. Et du coup je pense que c'est un terreau très fertile à pas mal de réflexions intéressantes. Et c'est un terreau qu'on devrait continuer de cultiver dans notre communauté. Avant de commencer la vidéo, en préambule, j'aimerais que dans les commentaires de cette vidéo, parce que comme je sais que c'est un sujet un peu brûlant, je sais que c'est un sujet un peu tabou, j'aimerais quand même que dans les commentaires de cette vidéo, on ait le meilleur échange d'idées de YouTube, si c'est possible. Mais je veux vraiment, déjà, je veux des commentaires, je veux votre avis là-dessus, je veux votre avis de base là-dessus, je veux aussi votre avis sur les arguments que je vais avancer là, et je veux vos avis de manière étayée, pas de cynisme. Ne vous sentez pas supérieur aux autres parce que vous avez un avis ou quoi, c'est totalement débile. Essayons de s'enrichir mutuellement et je ferai une vidéo pour réagir aux commentaires. Je la ferai facecam cette fois-ci. Là, j'ai pas pu la faire facecam parce que j'enregistre cette vidéo assez tard. C'est pas très bien éclairé chez moi, donc voilà, je la fais en mode podcast. Mais c'est pas grave, ça va me permettre d'être plus concis, d'être plus direct. Et après, je ferai une react à cette vidéo, à vos commentaires, aux commentaires les plus pertinents, pour continuer d'enrichir un petit peu ce sujet-là qui ne devrait pas être tabou, parce qu'il est très intéressant. Voilà. Je vais commencer par dire que dans cette vidéo, je vais accuser personne, je vais jeter la pierre à absolument personne. Moi-même, j'ai fait du manga, Fragment, un recueil de manga justement. Il y a mon histoire à l'intérieur, je vous en avais parlé, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un format dont je m'éloigne de plus en plus pour avoir une vision plus large de la bande dessinée. On va en parler dans cette vidéo, on va en parler aussi dans d'autres vidéos de pourquoi, du pourquoi, du comment. C'est pour ça que Tama, j'ai voulu que ce soit un recueil de bande dessinée en lecture du coup occidentale, en couleur, un format un peu différent. On va revenir sur ces questions de format là. Mais le manga reste une de mes références. Le manga est un format que j'aime énormément. Le manga a beaucoup apporté au médium qu'est la bande dessinée. Et puis même si vous êtes un Africain qui dessine, qui fait un manga au Groenland, c'est tranquille en vrai, en réalité, je ne vous déteste pas. En tout cas moi, voilà, je ne vous déteste pas, c'est tranquille. On peut même être amis. Vous n'êtes pas en train de trahir la communauté, vous n'êtes pas en train de nous vendre à des colons. On peut se calmer. Voilà, vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Une fois que ça c'est dit, je vais quand même revenir sur l'argument oui, on fait ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que c'est un argument qui arrive souvent très vite, parce qu'il est moralement valable. En réalité, qu'est-ce que tu peux dire? On fait ce qu'on veut. Oui, tu fais ce que tu veux. Mais en réalité, c'est que tu fais surtout ce que tu peux, et surtout, tu fais ce que tu as déjà vu. Tu es influencé et tes goûts se sont formés par rapport à ce que tu as déjà vu. Est-ce que tu as déjà vu, c'est la chose la plus présente. Donc ici, les mangas, les dessins animés japonais qui passent à la télé, quoi. Donc c'est pour ça que tu veux faire du manga. Et donc si on remonte un peu plus loin, tu veux faire du manga parce qu'à un moment donné, un peu après la Seconde Guerre mondiale, dans l'archipel japonaise, il y a un homme qui, pendant l'occupation américaine, est tombé sur des comics américains et des cartoons américains, et qui s'est dit, putain, mais c'est trop bien ça. Et si je faisais la même chose, après il s'est dit, non, pas exactement la même chose, si je m'inspirais de ça, mais pour parler aux Japonais, en développant une forme de bande dessinée adaptée au contexte économique, social du Japon d'après-guerre, et qui s'inspirerait aussi de ce que les Japonais avaient l'habitude de consommer graphiquement et narrativement, donc en s'inspirant un petit peu de ce qu'on appelle l'ancien manga, le manga traditionnel. Et donc, bien évidemment, je parle d'Osamu Tezuka, il va inventer le manga moderne, qui à la base ressemble énormément d'ailleurs aux comics américains et aux dessins animés, aux cartoons américains. Mais qui, de fil en aiguille, avec l'aide d'énormément d'autres auteurs, parce que là je parle d'Osamu Tezuka parce que c'est la figure qui ressort le plus, mais c'est plus
un mouvement qui s'est créé collectivement avec énormément d'auteurs. Et de fil en aiguille, une industrie s'est créée autour de ça. Une industrie qui s'est parfaitement implémentée en répondant aux besoins des Japonais pendant l'occupation américaine, des besoins de revendication, des besoins identitaires, des besoins de critique même sociétale, je pense au mouvement Gekiga, etc. Et le manga est un format qui a été très pertinent pendant très longtemps et qui l'est encore même pour la société japonaise. Avant d'être justement réutilisé par le gouvernement japonais en tant qu'outil de soft power des décennies et des décennies plus tard pour finalement atterrir dans les écrans du monde entier, notamment dans les écrans des jeunes Africains, peu importe où ils se trouvent, que ce soit sur le continent ou même en Occident, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains influencés par ce nouveau format de bande dessinée qui a émergé, qui a été inventé au Japon, veulent faire la même chose. Et en fait, c'est totalement normal. C'est totalement logique. Mais si ces auteurs-là, à la base, n'avaient pas fait tout ce travail-là, on ne voudrait pas faire du manga. Donc la question se pose, c'est est-ce que nous aussi, c'est pas de notre devoir en tant qu'artiste de faire ce travail-là, d'apporter notre pierre à l'édifice, notre héritage au vaste médium qu'est la bande dessinée pour pouvoir influencer de nouvelles générations et développer un produit culturel qui nous est peut-être un peu plus adapté. C'est ça véritablement la question. Et c'est pour ça que juste la réponse on fait ce qu'on veut n'est pas pertinente et n'est pas très enrichissante en fait. Elle aplatit un peu le débat. Alors que la question mérite d'être posée. Encore une fois, à la fin vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que vous faites ce que vous voulez qu'on doit à chaque fois étouffer le débat. Le débat mérite d'être posé et la question mérite d'être soulevée. Voilà. Maintenant, quand j'ai soulevé, quand j'ai posé un petit peu les enjeux sur la table comme ça, vous vous dites souvent, oui, on devrait le faire, on devrait apporter notre pierre à l'édifice, on devrait développer une forme de bande dessinée qui se rapproche un peu plus de notre art traditionnel, de notre habitude de consommation, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime produire, etc. Et avec à l'intérieur des philosophies qui sont un peu plus intéressantes pour nous. Parce qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de genres narratifs qui se sont créés autour du manga, comme par exemple le shonen, qui porte en elle en fait des valeurs traditionnelles japonaises qui datent d'avant la création du manga, qui datent depuis depuis voilà le Japon féodal avec tous les codes du Bushido, des samouraïs, etc. Et ce sont maintenant des philosophies qu'on a internalisées et qu'on a normalisées, internalisées et qui nous influencent beaucoup. Pourquoi pas faire la même chose avec nos propres philosophies, quoi. Donc là, vous vous dites, oui, c'est évident, on devrait le faire. Mais pourquoi c'est pas déjà fait? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est pas déjà fait? Pourquoi ça peine? Alors là, je l'ai fait assez rapidement, mais il faut savoir que tout ça, c'est pas juste une décision en fait. C'est une longue évolution. Le format manga est une longue évolution de près de 100 ans maintenant. De près de 100 ans. Et avant que ça s'exporte et que ça influence un petit peu le monde, il y a eu au moins 30 à 40 ans qui se sont passés de japonais, d'artistes japonais en masse qui ont fait évoluer ce format, qui ont fait évoluer ce médium. Donc c'est pas quelque chose. Là maintenant on voit un manga qui arrive, un format qui arrive à maturité, qui arrive même peut-être sur sa fin d'ailleurs, c'est encore un autre débat. Mais il faut pas oublier que c'était un long développement de plusieurs générations en réalité. Donc quand je vois des gens reprocher ça à des artistes qui viennent de se lancer, de ouais mais pourquoi tu révolutionnes pas la bande dessinée en t'inspirant de l'art de chez toi, etc. Souvent en plus c'est des artistes de la diaspora, j'ai envie de te dire mec calme-toi. Mec calme-toi, il a même pas encore, bien souvent le mec a même pas encore fait 10 pages. Il a même pas encore sorti une histoire, même un tome. Tu lui demandes déjà de révolutionner la bande dessinée. Tu lui demandes déjà d'atteindre le niveau de maturité qu'un pays entier a atteint en près de 100 ans. Ce n'est pas possible.
pour la plupart, on a encore de jeunes artistes qui commençons et qui, comme tout apprenti, comme tout débutant, on recopie pour se former, on recopie ce qu'on aime, simplement. Comme Tezuka, au départ, il a recopié ce qu'il aimait. Tezuka, il a fait ses œuvres majeures, il avait plus de 40 ans, quoi. Gonagai, pareil, Miyazaki, pareil, Toriyama, pareil. On fait pas nos œuvres majeures à 20 ans. Maintenant, faut se dire, c'est que au-delà de la question artistique ou philosophique, il y a d'abord la question du format. Parce que je sais qu'aussi il y a beaucoup ça qui revient, c'est le nom. Pourquoi t'appelles ça un manga en fait? C'est le nom manga. Certains n'aiment pas qu'on appelle nos œuvres manga, parce que manga c'est un nom japonais. Mais manga c'est un nom japonais qui veut dire bande dessinée. Je comprends qu'il faudrait qu'il y ait un nom qui se crée pour avoir un véritable mouvement. Mais le problème c'est que le manga, à la base, c'est un format particulier à la base. C'est un format particulier à la base parce que ce format est né dans des conditions particulières. Dans un Japon en reconstruction, un Japon donc économiquement pas aussi souverain que maintenant, qui avait une manière différente de publier. C'est pour ça qu'on a le noir et blanc, magazine de prépublication peu cher, avec entre guillemets pas de la bonne qualité. Enfin, en fait, il y a toute une industrie qui s'est formée pour répondre à ce contexte social précis. On est au Japon. L'Afrique, c'est vaste. Et les Africains, c'est encore plus vaste. Il y a les Africains qui vivent de partout dans le monde. Et l'Afrique, c'est 1 million de fois plus vaste que le Japon. Il n'y a pas les mêmes contextes de partout. Donc, il ne peut pas avoir un format général qui sorte. C'est impossible. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ont à peu près les mêmes contextes. Par exemple, quand on parle de BD franco-belge, on parle pas simplement de bandes dessinées qui ont été créées en France et en Belgique. On parle de bandes dessinées espagnoles, italiennes, anglaises, allemandes. Pareil, quand on parle de comics, on parle pas simplement de comics qui viennent des États-Unis. Mexique, Canada, Amérique latine même. Et en Afrique, il y a quand même certains pays qui ont à peu près les mêmes difficultés, et les mêmes contextes. Par exemple, si je prends des zones comme l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, Congo, Centrafrique, on pourrait s'y retrouver en termes de conditions pour les artistes, en termes de coût du papier, en termes de plein de choses, parce qu'en fait, c'est tout un agrégat d'éléments comme ça. Malgré ça, il n'y a pas de format qui a vraiment émergé, il n'y a pas de solution qui a vraiment été trouvée par les artistes, par les acteurs, pour trouver un produit en fait économiquement qui intéresse la population et qui est rentable pour les artistes pour continuer de se développer. Parce qu'en fait, c'est ça la clé, c'est de trouver vraiment le format qui économiquement est rentable et permet à l'industrie de se développer et qui intéresse le public, quoi. Bah, en fait, c'est la même chose. Et ça, encore une fois, je pense surtout que c'est parce que il n'y a même pas encore d'industrie, en fait, c'est beaucoup trop jeune là pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas encore de structure, il n'y a pas encore de... Les acteurs sont pas encore... Bah, il y a des initiatives qui arrivent, des festivals de plus en plus, etc. Mais c'est un processus... On est au tout début du processus. On pourra pas griller et sauter les étapes. C'est forcément quelque chose qui va être long. Par exemple, nous, on a fait Tama. Donc Tama Édition, qui est une énième initiative. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'encourager à peu près toutes les initiatives que vous voyez autour de vous. Moi, j'essaie de le faire. J'ai lu The Lost Camid, j'ai lu Red Flower, j'ai lu Hacker, j'ai lu The Legend of Cameron, j'ai lu Orion. J'en lis pas mal, j'essaie d'en acheter pas mal à chaque fois que j'en trouve, etc. Moon to Warriors aussi que j'aime pas mal. Bien sûr, j'ai lu le classique Aya de Yupougon. Essayez d'encourager au maximum les initiatives parce que faut vraiment qu'on montre qu'on est là, qu'on est prêt, qu'on se soutient et qu'on a envie de créer un mouvement ensemble, tu vois, de créer quelque chose. Et du coup, nous on a créé donc Tama Édition. Mais Tama Édition, par exemple, le produit Tama qu'on a sorti est un produit qui est pas du tout adapté aux certaines réalités de certains pays africains. C'est beaucoup plus un produit pour la diaspora occidentale et même européenne et même française en réalité. Ouais, française, belge, etc. Tout simplement parce que malgré qu'on ait des auteurs du continent comme de la diaspora, on a des auteurs un peu partout, bah la société a été créée en France, les livraisons se font depuis la France, et ça conditionne déjà pas mal de choses. Et le format
fait que, par exemple, le format qui fait plus de 200 pages, fait que tu peux et vu qu'on l'a imprimé en France, fait que tu peux le vendre qu'à un certain prix, et c'est un certain prix qui est calqué du coup sur les réalités économiques de la France, ce qui fait que, vu que c'est pas les mêmes pour d'autres pays, ce serait un peu trop cher, etc. Donc il y a une version numérique aussi, mais voilà, le produit Tama n'est pas très optimisé pour le marché africain. D'ailleurs, on y réfléchit pour créer un autre produit plus adapté. Mais c'est pour vous dire, voilà, la tâche est ardue. En fait, la tâche est difficile. Et surtout, elle a un peu moins de sens. Elle a de moins en moins de sens plus on avance. Parce que vu qu'on est dans un monde ultra mondialisé maintenant, où les formats se mélangent, où il y a Internet maintenant, on peut se faire découvrir d'à peu près partout dans le monde, on peut avoir une certaine traction. Il y a les initiatives comme celle qu'on a utilisées nous de financement participatif pour directement connecter la demande avec les lecteurs. Il y a les festivals. Il y a tout ça fait que maintenant il y a de plus en plus de formats hybrides. C'est-à-dire que maintenant le manga poche classique, bah il est de plus en plus contesté quoi. Enfin même au Japon, si le format est plus aussi souverain qu'il l'était dans les années 80, dans les années 60 quoi. Même le format de prépublication en mode Shonen Jump physique, bah la Shueisha veut plus s'axer sur le numérique maintenant. Il y a l'émergence du webtoon. C'est-à-dire que maintenant, la réflexion en termes de format, elle est très différente. C'est plus la viralité qu'on va essayer de chercher, c'est plus la connexion avec le public cible qu'on va essayer de chercher, et essayer d'avoir en fait des histoires les plus accessibles possibles, presque gratuites, mais après avoir des produits dérivés qui permettent de s'y retrouver économiquement. Donc, ce qui fait que maintenant, je ne crois pas qu'il y aura un nouveau format qui va émerger, roi qui va s'installer. C'est possible, hein, mais physique, surtout s'il est physique, ça m'étonnerait. Ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais ça m'étonnerait. Maintenant, si je reviens un peu plus sur le côté artistique, voire philosophique de l'enjeu et de la question de est-ce que les Africains doivent-ils faire du manga, comment les Africains peuvent-ils se réapproprier le manga et la bande dessinée en général pour en faire quelque chose qui artistiquement leur parle plus et est plus imprégné de leur art traditionnel ou de leur philosophie, bah je trouve que c'est une question qui mérite en réalité de rester au premier plan pour la plupart des artistes africains ou afrodescendants. Bien qu'on soit très clair, vous n'allez pas révolutionner la bande dessinée et trouver la réponse dès votre première histoire, c'est impossible. Et je pense que si on garde cette idée en tête, qu'on veut pas simplement faire la même chose que les Japonais, refaire du manga, mais juste mettre un skin africain, c'est-à-dire dessiner de la même manière, raconter les histoires de la même manière, avec les mêmes clichés, les mêmes tropes, les mêmes valeurs, les mêmes tout, mais simplement le mettre en Afrique. Si on veut faire plus que ça, je pense en fait, c'est une autre manière en réalité de revenir à ses racines, de se connaître un peu mieux en tant que peuple, de connaître un peu mieux son histoire aussi, et de s'affirmer un peu plus en tant qu'Africain. Et ça, je trouve que philosophiquement, même d'un point de vue humain, je trouve que ça a de la valeur. C'est pour ça que moi j'essaye, dans Tama par exemple, j'ai un scénariste, c'est pas moi qui est scénariste, j'ai un scénariste qui est béninois. Là je travaille sur une version illustrée d'un recueil de chroniques faite par une écrivaine camerounaise du Cameroun, qui est un recueil de chroniques qui se passe du coup au Cameroun. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est parce que là, on parlait un peu du prix, etc. Et elle a directement eu le réflexe de, bah, faut que le prix colle aux réalités et aux poches des Camerounais. Donc, le nombre de pages a été ajusté là-dessus. L'impression du livre va être ajustée là-dessus pour, en priorité, parler au public camerounais. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'enrichir. J'ai travaillé aussi pour un autre auteur qui faisait un recueil de poèmes que j'ai illustré, qui est aussi camerounais. Donc, pareil. Là, je suis plus dans une phase où bah j'apprends auprès de ceux qui ont plus d'expérience que moi là-dessus. J'essaie de comprendre, j'essaie malgré que je sois camerounais, que j'ai vécu énormément au Cameroun, que voilà de culture, mais malgré ça, que vous soyez du continent comme de la diaspora, il faut continuer à apprendre, il faut continuer
à se connaître mieux en réalité, à faire plus attention à nous-mêmes, à nos problématiques, à plus, voilà, à se passer en priorité et petit à petit à faire ressembler notre art un peu plus à qui nous sommes ou à qui on veut être, si on veut se revendiquer être, africain et être un peu plus souverain, entre guillemets, pour ceux qui ont cette vision-là. Je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à faire un shonen, mais mettre des pouvoirs inspirés de masques et à rester qu'en surface. C'est un bon début, c'est très bien d'ailleurs. Si vous faites ça, c'est que vous avez, je pense, vous avez ce truc à l'intérieur de vous où vous dites, je suis africain, j'ai quand même envie de faire découvrir ma culture, mais afin de faire découvrir ma culture, connaître votre culture, faut qu'on connaisse notre culture, et connaître notre culture, c'est pas juste en regardant des articles sur internet, c'est de connaître notre culture même au quotidien, tout le temps. La culture, c'est quelque chose qui se fait, qui s'écrit au présent aussi. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Et faire de l'art, c'est aussi une manière de l'explorer qui est très intéressante et très enrichissante, que ce soit pour le consommateur de l'art, mais aussi pour l'artiste en lui-même. Et ça passe, et ça pour moi, ça va passer aussi par le fait de mieux comprendre la manière dont, dans nos cultures, on avait pour tradition de raconter les histoires. Parce que je prends un exemple comme ça, je le prends souvent cet exemple-là. Mais le monomythe, qui a été un peu instauré comme la méthode, le blueprint ultime pour créer une histoire qui se tient, etc. En fait, c'est le blueprint ultime pour créer une histoire à la mode occidentale, en fait. Parce que ça nous a été vendu comme Joseph Campbell a étudié tous les mythes du monde entier. Non, il a étudié tous les mythes d'Europe, d'Occident, pas du monde entier. Euh, les Japonais ne font pas des histoires comme dans le monomythe, où ont beaucoup brisé le monomythe pour instaurer leur propre manière de voir, de raconter des histoires. Et nous, en Afrique, dans nos cultures, on a aussi une très grande culture de la narration, du storytelling. On a beaucoup de contes, énormément de contes. D'ailleurs, l'histoire que j'adapte dans Tama avec notre scénariste, elle provient d'un conte. Donc se replonger là-dedans. On avait aussi une manière très orale de raconter les histoires, même si on faisait aussi des livres. Hein. Mais on avait aussi notre manière très orale de raconter les histoires, avec des griots, etc. Ce qui a donné toute une dimension à nos histoires. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est un peu de richesse, c'est beaucoup de richesse. En fait, c'est des points à creuser. Selon moi, c'est des points à creuser. Et c'est des points très intéressants, en réalité. Moi, je trouve la tâche, même si elle est dure, je trouve la tâche très fascinante. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour refaire la même chose à chaque fois. Et en plus, d'un point de vue général, moi, je suis pas pour l'uniformisation du monde, avec la même vision de la modernité, la même vision de ce qu'est le futur et de ce que doit être la vie, etc. Moi, je suis pour la diversité à ce niveau-là. Et ça passe aussi par la manière dont on raconte nos histoires et du coup de la manière dont on les racontait aussi. Donc pour moi, c'est super important. Ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, en 2026, au 21e siècle, il y a de plus en plus de moyens et de plus en plus de moyens faciles de se retrouver entre nous qui avons un petit peu cette même vision-là, déjà dans cet espace commentaire grâce à cette chaîne YouTube, mais de pourquoi pas, moi je m'inspire beaucoup du modèle européen pour les films d'animation, j'en parle aussi souvent, qui est l'Europe a beaucoup moins de moyens pour faire des films, mais arrive tout de même à faire pas mal de films qui arrivent quand même à avoir pas mal de résonance, grâce à leur système de coproduction qui, je sais pas, est bien rodé, mais est très solidaire, avec énormément de festivals, énormément de rencontres, énormément de mini-festivals comme ça entre amoureux de cinéma d'animation européen qui se font, qui permettent en fait de monter de très très beaux projets, des projets très uniques, des projets très libres aussi, et très différents de ce que font, de ce que produit le modèle hollywoodien ou le modèle japonais. Moi, ça fait partie de mes films d'animation préférés. On en a encore eu cette année Amélie, la métaphysique des tubes, Arco et bien d'autres. Et je trouve que c'est un modèle, en réalité, qui, je vais plutôt parler de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pourrait nous correspondre. Nous, on a cette culture-là des tontines, par exemple,
on a cette culture-là de la solidarité, de se soutenir dans nos projets. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de répliquer un petit peu pour lancer des projets. Moi, c'est par ça que je suis passé, par le financement participatif, en réalité. On est passé avec Tama par le financement participatif, mais on peut aller encore plus loin. Moi, mon idée, c'était de faire un petit serveur Discord avec toutes les personnes qui ont un peu cette vision-là pour voilà, on puisse discuter, se donner des références, s'encourager, investir dans le projet des autres, voir un petit peu, trouver des solutions et essayer en réalité voilà, de s'investir. Donc si c'est une idée qui vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez des commentaires pertinents. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo donc react à ces commentaires-là. Si t'es motive, c'est la communauté qui gagne et à plus dans le bus.